Moi, c'est Rachel Fallman. Et moi, c'est Grégory Lemoine. Et nous sommes les Jardins de l'Arbour à Saint-Zéphirin de Courval. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, vous voulez parler du référencement? Ben oui, Apple et Spotify. Vous pouvez donner une belle note de 5 étoiles, ça va aider à faire connaître le podcast encore plus dans les moteurs de recherche. Puis aussi, le Patreon, patreon.com ou patreon.com /podcast agricole au pluriel à 4$ par mois pour avoir des exclusivités exclusives. Puis aussi, vous pouvez vous abonner sur Spotify. C'est un petit peu plus cher, 5$ par mois, mais je vous conseille le Patreon. Hey, aujourd'hui, j'étais avec du monde du village à côté de chez nous, à Saint-Zéphirin de Courval. Je suis avec Rachel Fallman et Grégory Lemoine. Salut! Hello! Bonjour. Ça va bien? Oui. On va mettre une chose au clair. Vous n'êtes pas agriculteur. Tu sais, vous n'êtes pas venu d'une ferme. Vous pratiquez pas mal de l'autonomie alimentaire. Fait que, puis vous avez eu quand même une couple d'articles dans les journaux avec ça. Et puis, excusez-moi, c'est parce que ils font du cidre, puis je suis en train de le roter, je pense, là. Et puis, avant, on va vous connaître un peu plus, savoir un peu votre cheminement de vie, parce que vous avez voyagé quand même pas mal là, dans votre passé, là. Oui. Oui, on a voyagé beaucoup, tant ensemble, juste nous deux, qu'avec nos familles quand on était plus jeunes. Moi, dans mon cas, mon père était militaire, donc on s'est déplacé beaucoup en Norvège, on a vécu en Allemagne, puis un peu plus tard, quand j'ai rencontré Rachel, ben là, ça a été plus des voyages qu'on a fait ensemble pour se connaître, comme en Amérique du Sud, et pour étudier aussi à l'université, et par la suite pour travailler en Turquie. Et de mon côté, mon père, il travaillait pour la GRC et on a été 2 fois en France, une fois quand j'avais 6 ans, puis dans le fond, je parlais pas français à ce moment-là. J'ai été envoyée dans une école française, puis c'est comme ça que j'ai appris le français en quelques mois, parce que quand on est jeune, c'est facile. Donc, j'ai eu cette chance. On a des vraies éponges quand on est jeune. Là. Mais donc, ça, on l'entend que tu as un petit accent de rien, mais ça paraît quasiment pas. Oui, disons que ça fait maintenant presque 30 ans que je parle français, donc j'ai su m'adapter un petit peu. Mais c'est ça, j'ai vécu en France 2 fois, puis c'est ça. Ensuite, j'avais le goût de voyager, j'ai rencontré Grégory, puis le reste, c'est... Dans un musée? Oui. Un peu dans le genre du musée d'antan, là, le village québécois d'antan, sauf que c'était à Ottawa. Ça s'appelait le musée du patrimoine de Cumberland. Même genre de musée. Puis là, on a travaillé une saison ensemble. On est tombés en amour. Ah, OK, vous avez travaillé ensemble. Oui, OK. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Avec des vieux vêtements là, des années 30. Puis on a fait du cinéma. Quelque chose. Puis là, à Ottawa, est-ce que vous aviez appris à rouler des trottoirs à 7 heures le soir ou non? C'est assez tranquille, là. Non, c'est non. Ben, c'est pour ça qu'on est parti de là aussi. Un peu trop tranquille. Ouais, parce qu'en fin de compte, moi, dans mon cas, je revenais toujours à Ottawa parce que le quartier général était à Ottawa, de l'armée. OK. Donc, pour ton père, dans le fond, là? C'est ça. Donc, j'ai étudié dans des lycées là, puis dans des écoles. Puis là, après, quand on est revenu de voyage, l'université, c'était là. Puis suite à ça, là, on s'est rencontrés. Puis, mais on a décidé que c'était pas là qu'on voulait vivre. Puis on a déplacé à travers ton emploi à Montréal. On s'est déplacé à Montréal, puis de là, à travers quelqu'un dans la famille, à Saint-Zéphirin. Oui, mais ça, j'avais pogné ça dans un article. Tu avais quelqu'un qui habitait déjà à Saint-Zéph dans ta famille.
Oui, il vit pas ici, mais il y a une érablière sur un rang proche, le rang Pee-Wee. OK. Puis il nous avait invité, mon oncle, en fait, à faire des jardins communautaires avec des membres de la famille. Puis ça, c'était en 2015. Puis on n'avait jamais jardiné auparavant. On est tombé en amour avec ça, sauf qu'on a réalisé qu'on voulait vraiment faire notre propre affaire. Donc l'année d'après, on a commencé à chercher pour notre propre première, si on veut, résidence à temps partiel. OK. Ah ben c'est pas pire. Bon, là, on va continuer. Là, là, vous avez fait des voyages. Vous avez vécu dans quel pays? J'aimerais ça parler un peu des voyages, tu sais, ce que vous avez vu là-dedans. Parce que moi, je ne vous le cacherai pas, je n'ai pas voyagé bien, là. Faites bien des voyages de grenottes, des voyages de sable, des voyages de grains, mais pas des voyages en tant que tels. Ben, ensemble, on a vécu au début au Chili parce qu'on est parti. Moi, je voulais. Toi, tu avais fini l'université. Oui, c'est ça. Moi, il me restait un semestre. J'avais fini mes études. Greg voulait continuer ses études en espagnol. Donc, moi, en fait, je venais de visiter une amie qui était en échange là-bas au Chili. Puis, je suis restée 2 semaines, mais c'était pas assez. Je voulais retourner. Donc, quand on s'est rencontrés, j'ai dit, ben, bon, toi, tu vas étudier en espagnol. Moi, je vais retourner au Chili. Pourquoi on jumelle pas les deux? Puis, on y va ensemble. Donc, on s'est lancé en voyage au Chili. On est resté 4-5 mois au Chili où on a voyagé partout dans le pays. Plus que ça. Ouais. Je dirais même que moi, j'ai étudié pendant 4 mois, Oui. puis on a fait 8 mois. Oui, mais c'est ça. Après, okay, parce qu'après tes études, on est parti un peu partout en Amérique du Sud, en autobus, dans la jungle, dans les montagnes. Voyage de pauvres. Là, oui. Avec le sac à dos puis des auberges de jeunesse de 200 € à 100 personnes dans un dormitoire. Mais quand tu es allé étudier là-bas au Chili, oui. Tu passais-tu par l'université où est-ce que tu étais? Oui. Okay. C'est ça. Donc, c'était un échange direct. Il disait, tu as le droit, tu payes les frais de l'université à Ottawa. Oui. Puis tu t'en vas là-bas, puis tu fais juste étudier pendant dans ce cas-là, c'était un semestre. Puis l'école, es-tu comme aussi loadée qu'ici, mettons? Tu sais, t'as l'horaire, du lundi, du mardi, puis... Oui, bien, en fait... C'est assez condensé, je te dirais, là. Parce que je prends ça en exemple avec l'un des derniers que j'avais eu, Simon Brière, qui lui avait été en Suède. OK. Puis tu sais, il y avait genre 2 jours de cours dans le mois. Oh boy. Ah non, c'était vraiment... Laissez là, faire. il y avait bien du temps pour voyager puis visiter, là, tu sais. Wow, OK. Non, moi, c'était en fait une université qui était connue comme étant assez rigide. Puis moi, je suis rentré là-dedans. C'était mon dernier semestre de mon bac. Je me suis dit, moi, je vais prendre des cours plus faciles parce que mes derniers, c'est aléatoire. Puis là, je rentre dans je vais prendre un cours de Deuxième Guerre mondiale. J'ai déjà fait ça auparavant, ça va être super facile. Je rentre dans le cours, l'enseignant arrive, il dit, vous avez à chaque semaine à lire 400 pages et je vais choisir quelqu'un dans le groupe. Il va devoir me faire une présentation à la lettre sur tout ce qu'il a appris. Moi, je sors de ce cours-là, je ne serais jamais capable de survivre ça. Ouais, mais c'est pas rien que ça. Là, tu le fais dans une langue que tu connais pas. En plus. Exactement. Là, tu as un autre défi, là. Oui, absolument. Donc là, j'ai dit, je vais prendre des petits cours de géographie. Là. Des affaires simples, mais qui me permettaient d'apprendre la langue, perfectionner ma langue. Ouais, c'est ça. Donc, puis j'ai eu des des très bonnes notes parce que je m'y suis mis à 100%. C'était plus facile, mais au moins, je performais puis j'apprenais beaucoup. Parce que c'est une affaire, mettons, à l'école ici. Je regarde les cours d'anglais que j'avais eu dans le temps, puis c'est pareil avec mon gars aujourd'hui. Tu sais, ils essaient d'apprendre à le lire, puis tu sais pas le parler. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, moi, en tout cas, je trouve que c'est un peu à l'envers, puis quand ils t'apprennent à le parler, tu le parles même pas de la bonne façon. Fait que là, tu sais, quand tu es en complète immersion comme tu es là, tu n'as pas le choix. Tu apprends à parler, tu apprends les accents, tu apprends les intonations. Puis là, quand tu viens pour le lire, c'est beaucoup plus facile, j'imagine. Là. Ah oui, absolument. C'est ça, même que tu commences à rêver dans la langue. Je me souviens quand j'ai appris l'anglais, moi, mes parents ils m'ont mis dans une école. On arrivait en Allemagne, puis on était sur une base britannique. Mes parents ils m'ont mis dans une école en anglais, puis je parlais pas un mot. En 1 mois, le cerveau, là, il fonctionnait en anglais. Là. Okay. C'était super, c'est très rapide. Mais parce que j'étais pas exposé au français du tout, à part à la maison, là, avec mes parents. Oui. C'est ça, donc là, ton cerveau, il fonctionne, là, tu commences à rêver, puis là, tu comprends plus pourquoi tu penses juste dans une langue. Mais c'est bon, tu l'apprends vraiment bien. Donc là, j'imagine, là, t'es anglais, français, puis espagnol, t'es trilingue, là, parfaitement trilingue, on peut dire. L'espagnol, on le pratique pas trop, là, ici, là, mais l'anglais, à travers ta famille, beaucoup plus. Mais oui, l'espagnol, on écoute des émissions souvent, puis ça, c'est parfait.
Ouais, mais mettons comme Narcos, qui était... Peut-être d'écouter ça, t'as une partie, mettons, traduite en français. Tout ce qui parlait en anglais était traduit en français. Mais tout ce qui est en espagnol a resté en espagnol. Oui, c'est ça. C'est quand même le fun. Absolument, absolument. Ça, c'était une belle série, ça, je dois dire. Fait que j'ai appris quelques mots comme puta. Les mots importants. Ouais, c'est ça. Parce qu'il disait souvent. C'est pour ça. Fait que là, après le Chili, Oui. vous avez été en Turquie. Oui. Donc, En fait, on est revenu. on est revenu à Ottawa entre-temps. OK. Puis là, on cherchait une autre opportunité pour voyager. On voulait Étudier repartir, aussi. étudier. Faire la maîtrise. Oui, Qu'on a les deux lâchés. oui, c'est vrai. C'est vrai. Entre-temps, on voulait chacun faire une maîtrise en histoire. Parce que les deux, on avait fait nos bacs en histoire, puis on voulait continuer. Mais OK, vous avez étudié dans le même domaine? Oui. Ouais. Fait Oui. que c'est pour ça que vous avez travaillé, dans le fond, au village québécois d'Antin, d'Ottawa. Ouais. Oui. OK, façon de parler, là, je me souviens plus du nom, excuse-moi. Là. Mais sinon, c'était comme un emploi de rêve de pouvoir étudier en histoire puis travailler en histoire, parce que c'est rare, des fois, de trouver des emplois dans le domaine. Mais après ça, on a voulu continuer nos études. Mais en fin de compte, en cours de route, moi, j'ai réalisé en premier que c'était plus pour moi de continuer au niveau de la maîtrise. Ça ne m'intéressait pas à ce point-là. Puis ensuite, Greg a décidé de Moi, ça a été à la fin de Oui. l'année. Là. Il me Oui. restait quelques examens. Je lâche tout. J'en ai marre. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, ça nous tente de repartir à quelque part. C'est où qu'on va aller? Puis Travailler. travailler. Parce que c'est ça. Rendu là, il fallait qu'on travaille. On ne pouvait plus juste voyager. On voulait voyager et travailler. En fait, travailler pour financer le voyage. Donc, on cherchait une place. Puis finalement, ben, tes parents étaient partis. Ton père était envoyé en Turquie. Donc, on Son travail. son- en fait. son travail, c'est ça. Son dernier posting. Oui. Et nous, on s'est dit, bon, on peut prendre des cours, tu peux prendre un petit certificat en quelques semaines pour enseigner l'anglais comme langue seconde. On a pris ces cours-là et on s'était décidé sur le Japon ou la Turquie. Mais en fin de compte, il y a eu le tremblement de terre au Japon. Puis on était... Fukushima? Oui. OK. Oui, puis on n'était pas... Ils ne voulaient pas nous confirmer où ils allaient nous envoyer. Puis on ne se sentait pas super à l'aise de se faire envoyer à quelque part où il y aurait eu trop de radioactivité. Donc, finalement, on s'est dit, on va regarder la Turquie. Puis on a trouvé une école privée. On a passé des entrevues sur Skype et on est l'époque parti. de Skype. Oui. Puis on est parti en avion en Turquie. Puis on planifiait rester quelques années, mais finalement, on est resté 1 an. Parce que c'était assez intense. On vivait à Istanbul, puis 20 millions d'habitants, c'est du bruit, c'est de l'action. Puis on était chanceux quand même parce que les fins de semaine, on retournait voir mes parents parce qu'ils vivaient à Istanbul, mais en banlieue, campagne. OK. Puis on avait la tranquillité la fin de semaine, mais où est-ce qu'on vivait? On était à côté d'un des 2 gros ponts. Là, il y en a un 3e maintenant qui a été construit. Puis c'était comme si c'était à côté d'une autoroute. Là. Puis il n'y avait pas de parc autour. Là. Puis Istanbul, ça, un bord, c'est l'Europe, puis l'autre bord, c'est l'Asie. Ouais. C'est-tu la rivière, dans le fond, qui sépare l'Europe puis l'Asie, ou ce que tu parlais Ouais. des ponts, là? Oui, C'est le Bosphore. C'est OK. vraiment le... Puis nous, qui coupe. en tout cas, on avait un super beau appart. On avait la vue sur l'eau. On avait le pont qui traversait. Nous, on était du bord Approche de... le micro un petit peu. Nous, on était... Approche le micro de toi. OK. Ou t'approcher du micro. Là. Nous, on était du bord de l'Europe, puis on voyait l'Asie de l'autre bord du pont. Mais ouais, C'était beau. Oui. C'était juste pas pour nous. C'était pas pour nous. Tout, ouais. OK. On le savait pas dans ce temps-là, mais on cherchait la tranquillité. Mhm. On cherchait Saint-Zéphirin. À Istanbul. Oui. Méchant détour. Là, quand vous êtes parti de là, vous êtes retourné encore à Ottawa, j'imagine? Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on est revenu, puis encore là, on n'était pas certain qu'est-ce qu'on voulait faire. Quelqu'un m'avait parlé de devenir interprète sur la colline du Parlement. Donc, quand tu es anglophone, parce que moi, je suis anglophone à la base, quand tu es anglophone, tu interprètes du français vers l'anglais. Donc, moi, comme j'avais déjà fait un bac, j'avais l'option de faire un programme, parce que c'est une maîtrise, un programme accéléré où tu fais 1 année de cours et après 1 année de maîtrise, puis là, tu es comme prise en charge par le Parlement, puis tu deviens interprète. Et moi, ça m'allumait beaucoup comme emploi. Je trouvais que ça avait de l'air intéressant. Mais en bout de ligne, après 2 ans, j'ai échoué mon examen par 1 point. Puis c'était vraiment...
Do or die. Oui, Là, oui. Il n'y avait pas de reprise. Oui. Tu OK. t'échoues, puis c'est fini. Tu attends une autre année. Puis là, j'ai dit, ben, je ne perdrai pas une autre année de ma vie à attendre pour un emploi. Au départ, j'étais très triste, mais finalement, je dis, regarde, on va se réorienter, on va faire autre chose. J'avais eu quelques autres emplois d'été où je travaillais pour le recensement. Au fédéral. Gouvernement fédéral. Oui, gouvernement fédéral. Puis je travaillais pour le recensement en 2006, en 2011. Là, on était rendu... on se préparait pour le recensement de 2016. Puis à ce moment-là, ben, j'ai eu un appel de Statistique Canada. Ils cherchaient quelqu'un qui faisait un peu de traduction. Donc, j'avais l'expérience. Là, j'avais un bac en traduction. J'ai embarqué. Rendu là... Greg, il travaillait pour une autre compagnie. Puis là, à Ottawa, ça a beau être une ville bilingue, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment anglophone. Puis Greg, il voulait plus être dans un milieu francophone. Donc, j'ai su qu'il y avait un bureau de Statistique Canada à Montréal. J'ai demandé si on pouvait, si je pouvais être transférée. Ils m'ont dit oui. On est parti à Montréal. 2014. Oui. OK, en 2014, vous êtes parti pour Montréal. Ouais. Donc, dans le fond, tu as tout le temps travaillé pour le gouvernement fédéral. Oui. OK. Oui. Oui, j'avais tout le temps d'autres emplois. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé comme prof d'anglais. Tu es une vraie fonctionnaire. Oui, oui. À la base, oui, je suis une fonctionnaire. Une vraie femme d'Ottawa. Puis toi, tu n'étais pas fonctionnaire. Moi, non. Moi, c'était l'enseignement. Donc, OK. l'expérience en Turquie, c'était bien, mais c'était pas ce que je voulais faire vraiment. Et quand on est revenu, ben là, j'ai réalisé qu'un bac, c'était pas assez pour enseigner. Ben, c'est un peu différent le système en Ontario. Là. Tu fais un bac en histoire. Ouais, tu fais un bac, mettons, dans ton domaine, en histoire ou en musique ou en français. Puis après, tu fais 1 an en enseignement. Puis là, tu peux devenir enseignant. OK. Tandis qu'au Québec, Mais là, il faut que tu aies ta 4 spécialité ans. Ouais, avant. c'est ça. Tandis OK. qu'au Québec, c'est 4 ans d'enseignement. Puis après, tu enseignes au Ou un secondaire. DEP en conciergerie. Ouais, si on veut. C'est vrai que maintenant, les choses ont changé un peu. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, donc là, finalement, ben là, je voulais faire l'enseignement parce que j'étais plus sûr de faire de l'enseignement. Donc là, c'est là à Ottawa, en revenant à Ottawa, je savais pas trop ce que je voulais. C'était plus en administration. OK. Puis quand on a déménagé Chercher une job de bureau. Ouais, un peu c'est ça. Mais là, même ça, j'étais plus sûr ce que je voulais vraiment faire. Là. J'ai une petite crise existentielle, en fin de compte. Là. Puis après, quand on a déménagé à Montréal, ben là aussi, j'ai continué du bureau, mais là, c'était clair que je voulais pas faire ça. Puis il y a eu un programme, une maîtrise que je pouvais faire en enseignement pour devenir enseignant au secondaire. Puis je l'ai pris, c'était 1 an, c'était accéléré. Puis là, une fois que j'ai sorti de ça, ben là, j'étais plus sûr que je voulais enseigner à temps plein. Donc là, ben là, après, il y a aussi tout le. Ben, c'est le pas à côté temps plein. ferme. Tu as 2 mois de vacances l'été, 2 semaines dans le temps des fêtes. Ouais, pas mais assez. les fins de semaine, tu rushes. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça finit que, comme on est en pleine transition pour déménager ici, puis il y avait la ferme, les projets, là, comme on va parler Les plus projets tard. ont changé en cours C'est de ça. route. Là. Puis ce qui fait que moi, je suis devenu suppléant, en fin de compte. Je fais uniquement de la suppléance dans les écoles environnantes. Puis je trouve ça super le fun parce qu'à chaque fois que je rentre dans une classe, je peux un peu faire, pas ce que je veux, mais je peux présenter comme on fait en ce moment, présenter ce qu'on a fait dans notre vie, puis les élèves sont intéressés, puis ça fait comme une pause d'une journée de leur contenu habituel. Puis c'est ce que je fais. En fin de compte, l'hiver surtout, puis le restant de la saison, ben, c'est s'occuper de la ferme. OK. Fait que là, OK, t'es comme travailleur à temps partiel, si on veut. Ouais, OK. c'est ça. De la sécurité de la fonctionnaire. Exactement. OK. Dis-le pas fort. Non, mais c'est bien correct. C'est bien correct. Mais, OK, là, vous avez fait vos études, OK, là, tu avais ton oncle dans c'est pas loin, bon, que là, tu as vu, OK, peut-être que. Est-ce que vous êtes tombé un peu là-dedans? Tu sais, à faire des jardins ou déjà quand vous étiez à Montréal, vous regardiez déjà pour ça, mettons, les jardins communautaires qu'il y a dans la ville ou pas en tout? Ou, Ben, je dirais que les jardins communautaires, non. On n'avait pas regardé ça. Si je recule un peu dans le temps, quand on travaillait au musée ensemble, c'était un musée village. Donc, c'est sûr que moi, j'avais ma petite maison, j'avais mon petit jardin, je m'occupais de ça. On regardait les gens faire du canage dans l'autre bâtiment. C'était des choses qu'on voyait, qu'on avait un peu d'expérience avec.
on avait un intérêt, mais après, tu rentres chez toi, tu oublies ça. Mais quand on était à Montréal, on a commencé à s'intéresser un petit peu à l'apiculture, puis on s'était installé une coupe de ruches sur le toit de notre appartement, que notre propriétaire nous a permis de faire ça. Ça nous intéressait. Ça a été votre première piqûre? Oui, on peut le dire de même, oui. Effectivement. Puis, mais finalement, c'est ça, on est tombé là-dedans parce que ton oncle et ta tante avaient commencé leur jardin. Puis là. on dit, venez. Ils nous avaient invités quand on était à Ottawa, mais ça faisait un peu trop loin. Mais à Montréal, ça se fait bien. Donc, on est arrivé là dans le jardin, puis c'était juste... C'était l'amour. Oui, c'était la grande découverte. Puis la vraie piqûre était là. Oui. Bon, après ça, vous avez descendu les fins de semaine à Saint-Zéphirin. Vous avez trouvé votre pied-à-terre, mettons, ici à côté de la maison, là. Avec le fameux signe, M. Arbour, il avait mis le prix, puis on était passé devant, puis on a appelé. Puis toi, qu'est-ce que... Oui, bien ça, on s'est arrêté sur le rang Saint-Michel. C'était 9 h puis, du soir, je pense. Il faisait noir, puis là, je dis, recule, je vais prendre le numéro. Tant qu'à faire, je vais l'appeler. Dans ce temps-là, je ne savais pas qu'il n'y avait pas une bonne réception cellulaire, donc ça a bien tombé que... Ça n'a toujours pas changé, hein? Non. Peut-être un jour. Mais c'est ça, je l'ai appelé tout de suite, puis il dit, c'est quoi ton nom? Puis je dis, je m'appelle Rachel Fallman. Il dit, c'est quoi comme nom, ça? J'ai dit, je sais pas, c'est nom anglophone. Il dit, OK. En tout cas, il me trouvait bien bizarre, mais il dit, OK, on prend rendez-vous le lendemain. Venez me voir, puis on va se parler de ma place. Donc, on est retourné le lendemain matin, on s'est serré la main, puis c'est là que tout a commencé. C'est pour ça que les Jardins de l'Arbour, c'était le nom de l'ancien propriétaire. Oui, Jean-Marie Arbour et Gisèle Pinard. C'est un très beau couple. Puis M. Arbour, c'était vraiment tout un personnage qui nous a vraiment inspirés. Puis on a gardé contact avec eux autres. M. Arbour il est décédé il y a quelques années, mais on est encore en contact avec sa femme. Mais on voulait leur rendre hommage. Donc, on a gardé ce nom-là. On voulait donner un nom à notre place. Bon. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de l'autonomie alimentaire. Ben, l'autosuffisance alimentaire, pas autonomie, là, mais autosuffisance, on veut dire. Là, là vous avez acheté ici. Là, toi, tu es encore pour Statistique Canada. Oui. Dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas encore télétravail, ça s'appelait « Je travaille à la maison ». Oui, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, on est en présentiel. Avant ça, on appelait ça « On est en personne ». Oui, c'est vrai. La terminologie a changé. Oui, c'est ça. Il y a bien des nouveaux mots qui ont changé dans les 2 dernières années. Fait que là, vous avez acheté la maison. Là, c'était vraiment votre but, c'était de cultiver tous vos légumes, puis faire pousser des trucs, puis élever des animaux. On avait un projet avant ça qui était, en achetant, qui était de faire des paniers qu'on allait vendre à Montréal. OK, un peu comme le réseau des fermiers de famille, là. Un peu, oui, c'est ça exactement. Puis à travers, on avait une vingtaine de clients. On l'a fait une saison. Puis ça a été correct. Mais on a découvert qu'on ne voulait pas faire ça. Parce que c'était du zigzagage. Toi, t'arrivais à la fin de semaine, on faisait nos récoltes. Le samedi, le dimanche, on était sur la route tôt le matin. On s'en va à Montréal, on prépare les paniers. On s'en va plus au centre-ville. C'était trop de zigzagage, là. Puis c'est là qu'on s'est dit... on va travailler l'autosuffisance alimentaire plus pour nous à la place. Tu veux faire de quoi de bio, tu passes ton temps dans le chemin. Oui, c'est ça. Exactement. Tu es toujours sur la route, puis... En tout cas. On va faire ça comme... On va faire ça simple. Tout le temps dans le chemin. T'as pas simplifié la patente, là. Pas du tout. Non. Non, puis on faisait les livraisons dans une librairie, on avait une entente, on allait dans la cour, on avait nos tables, on distribuait nos paniers, mais le lendemain, moi, je faisais de la livraison à vélo, j'avais une petite remorque sur mon vélo, je laissais ça en ville, mais c'était vraiment épuisant parce que les paniers, c'était une job à temps plein, puis j'avais aussi ma job à temps plein. Ta job à temps plein? Oui, donc ça faisait trop, c'était juste trop, puis notre intérêt premier, c'était vraiment de bien manger puis de produire pour nous-mêmes. Donc, on a dit, on met ça de côté puis on va juste donner toute notre énergie pour nous autres. Ah, ben c'est bien. Fait que là, est-ce que tu avais déjà fait, mettons, du canage avant ou vous avez tout appris sur le tas à faire du... Oui, pas mal. Oui. À travers la sœur de mon oncle Luc, qui vit
Puis oui, elle était bien impliquée dans les jardins. Elle est encore. Les jardins chez lui. Et, C'est ça, je pensais que c'était ça le nom. Ton oncle. De Luc? Ouais. Ah, tu connaissais, je sais. Je le connais. Ah, OK, bon. OK. Il est venu à Cabane à sucre chez nous, la oui? de cet été. Ouais, ben pas cet été, mais le printemps passé. OK. Ben, c'est parce que c'était un client, mon père. Mon père doit être vendeur d'équipements d'érablière, là. Ah, OK. Ah, mais Colin, un autre lien. Ouais. Le monde est petit, hein? Ouais. Depuis tantôt, là, on... Ding. C'est bon. Mais c'est quoi qu'on disait, en fait? Je sais même plus. Bon, tu parlais de Luc, là, ton Oui. oncle, là. Oui, puis il y a une sœur, Ginette, Ginette, qui, elle, est... C'est la reine du canage. Ouais, On a toujours fait pour sa famille, puis elle récupère tout. Elle est capable de tout transformer, rendre tout goût de bon quand Ginette y touche. Donc, on a eu la chance de pouvoir apprendre à travers elle. Puis, c'était vraiment une chance qu'on a eue. Puis, encore là, une piqûre pour autre chose, faire du canage. Là, on a réalisé qu'on pouvait... C'est une chose de manger frais l'été, mais là, tu te dis, OK, si je peux conserver ça puis en manger tout l'hiver, ça aussi, c'est une révélation. Donc, on a continué avec ça. Mm-hmm. Puis là, vous avez combien de sortes de légumes que vous faites pousser juste pour vous autres? Ben avant, au début, on essayait plein de choses. Oui, C'était moi, le j'imagine. fun. C'était le fun d'essayer. Puis après, tu réalises, ben, t'as pas besoin de 10 variétés de tomates, mettons. Tu sais, OK. tu connais celles que t'aimes bien. Puis, Tu te concentres avec elle. exactement, c'est ça. Puis il y a des petites choses qu'on réessaye encore. Comme là, cette année, on a réessayé les melons. Puis ça a super bien marché. Puis c'était la première fois de notre vie. Mais tu sais, en général, on se maintient avec, écoute, je sais pas combien de variétés. Vingtaine, trentaine, peut-être? Ouais. Trentaine en général, puis on récupère toujours nos semences. Donc, on est en train de créer notre stock génétique de Saint-Zéphirin, de tomates San Marzano, par exemple. On travaille là-dessus au fil des années. La pollinisation libre de Saint-Zeph. Oui, exactement. Ah, ben c'est pas pire. Mais là, vous savez un peu comment traiter vos semences? Traité dans le sens avec des produits chimiques? Non. Non, mais tu sais, quand tu vas chercher tes semences, il y en a des fois, il faut que tu laisses fermenter ou... Ah, oui. OK. Ah, on a des... Non, mais c'est ça. Il y en a certains qui se conservent mieux au frais. Il y en a certains qu'il faut qu'on attende. Ils sont biannuels, donc on va les récolter une année sur deux. Ou... Puis il y en a qu'il faut que tu gèles Oui. pour qu'ils germent. Oui. Ou des fois, il y en a même qu'il faut qu'ils gèlent 2 fois ou même 3 fois. Oui. Non, c'est ça. C'est sûr que comme l'ail, c'est ça. Il faut le planter à l'automne pour que ça gèle l'hiver, puis après que ça pousse au printemps. Mais non, on a quand même des bonnes réussites pour la conservation de semences. Donc on peut pas dire... Bon, on achète une fois de temps en temps. Il y a des choses comme les radis, j'imagine, des fois. On a fait des récupérations, mais ça n'a pas toujours été un franc succès au niveau semences. Mais tu sais, on est capable de faire le plus possible pour nous. Puis si jamais on est mal pris, ben on achète de semenciers biologiques. Oui, mais il y en a en masse de la semence là, à vendre. Là. Mettons, tu regardes au Canadian Tire ou même ici, pas loin à Pierreville, là, les jardins La Brouette. Ah, OK. Je connaissais pas ça. Non, elle, c'est ça. Elle s'est vraiment spécialisée dans la production de semences. Ah, ouais. Oui. Alors, vous regarderez ça. J'ai un podcast que j'ai fait avec elle, avec Audrey. Ah, OK. Oui. Okay. C'est où à peu près? Elle est à Pierreville. OK. Elle est à Pierreville, puis elle a un petit kiosque. Elle avait réussi à placer un kiosque au marché Godefroy, par exemple, à Saint-Grégoire. Là, puis, wow. Okay. Oui. Bon, oublions les écoumènes. C'est pour ça, quand je te parlais de fermentation de semences, là, c'est elle qui m'avait parlé dans le podcast de ça. OK. Mettons des semences comme des semences de cocon, par exemple. Tu sais, où c'est comme gluant autour de la graine. Puis les tomates, il faut qu'elle fasse fermenter ça pour que tout se détache bien. Puis, ah, wow, OK. Oui. Non, c'est assez intéressant. Tu vas voir un autre de plus à écouter. Ben oui, je vois ça. Ça fait-tu longtemps que tu l'as fait? Fait ça au mois d'avril de l'année passée, je pense. OK. On va écouter ça. Good. Bon, puis ensuite de ça, là, vous avez aussi des poules, vous avez toute votre viande. Vous êtes complètement, là, tu sais, dans la viande, je pense que vous êtes complètement autosuffisant. Oui, pour la viande. Pas mal, pas mal. Oui. On commence à essayer la charcuterie, puis à fumer des viandes. Mais, ben là, comme la saucisse là, que vous avez amenée, là, la saucisse fumée, qui est super bonne en passant. Là. Oui, merci. Ben, c'est ça, c'est nouveau. C'est un nouveau projet de cette année. Oui. On a commencé en fait il y a un mois. Oui. Tout ça, puis là, on commence à fumer, puis c'est souvent des morceaux de viande qu'on est comme on l'a.
ou une saucisse comme qu'on fait cuire, puis on se dit comme c'est pas vraiment, c'est pas mauvais, mais c'est juste pas notre genre. Puis là, après, on fait fumer, puis il y a des saveurs qui ressortent, puis des choses comme ça. Du beef jerky, on a fait. Oui. Oui, ça aussi, c'était bon. On a fini vite, malheureusement, il n'y en a pas ce soir. Fait que dans le fond, vous faites sécher de la viande aussi. Ouais. Jerky, c'est de la viande séchée. Ouais. Puis là, ben, cette semaine, on va aller récupérer notre viande de porc, puis on va essayer de faire un prosciutto. Donc là, on essaie différentes choses. On dirait que chaque année, on rajoute un petit quelque chose, on essaie quelque chose de nouveau. Mais on est comme rendu à l'étape des expériments avec la conservation de viande. Donc, On a une chambre froide en bas. Puis c'est vraiment juste un échange d'air là, qui se fait naturel. C'est sûr que l'été est plus chaude, mais c'est ça. C'est nos expériences dernièrement, c'est plus avec la viande qu'on essaie de faire des choses. OK. Vous mettez pas tout ça dans le congélateur ou de la laisser vieillir dans la chambre froide? Ça serait plus pour des charcuteries, c'est ça. Les laisser vieillir, sécher, développer des saveurs dans la chambre froide. Mais c'est sûr qu'on en congèle beaucoup. Là, quand même, on a quand même 4 congélateurs. Oui. 5 en tout cas. Quelque chose comme ça. Puis on en conserve, mais on en passe vite aussi. Là. Parce que là, vous n'avez pas bien besoin de faire l'épicerie, là, à part que pour acheter du lait, mettons. Ou, puis même le lait. Oui. Non, ben, en fait, c'est surtout pour des produits comme de l'huile d'olive, des fruits, par exemple, l'hiver, des fois, surtout avec les enfants, pour varier un petit peu, mais... des bonnes fraises de Californie en plein mois de janvier. Ouais. Un peu moins. Fraises du Québec. Il faut être réaliste. Là. Des fois, on a besoin de bananes. On ne va pas essayer de les faire pousser. Là. On va les consommer. Puis les pommes, des fois, on est obligé d'en acheter. Oui, puis des pâtes. On n'a pas on n'a pas des grands champs pour faire cultiver non plus. Le blé. Non, c'est ça. On essaye à petite échelle, mais ce ne serait pas assez pour subvenir à nos besoins. Aussi, des pâtes, c'est fait avec du blé dur, puis du blé dur, on n'en fait pas pousser ici. En plus, C'est plus dans l'ouest. Oui, Okay. c'est ça. Non. Fait que, non, c'est des petites particularités de même, là, mais non, mais c'est vraiment le fun, par exemple. Tout ce que vous avez réussi à faire, tu sais, jusqu'à... Oui, bien des fois, quand on s'arrête puis on regarde tout ce qu'on a fait, nous aussi, des fois, on est comme, vraiment, on a accompli quelque chose parce que des fois, on dirait que quand tu es dans le jus, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Mais là, tu t'assois puis tu te dis, mon Dieu, depuis 2016, on a appris des choses. Puis... Construire une serre. On a développé des compétences aussi. La construction. Je connais scier une planche de bois. Je connaissais pas ça. Opérer un banc de scie. Zéro. Puis à travers mon oncle Luc, qui nous a aidé beaucoup aussi, à comment faire des petites choses au début. Puis là, après, tu développes tes compétences. Puis là on a fait construire. Là, cette année, j'ai construit un poulailler, une sorte de centre de grains, je sais pas comment, pour faire sécher du maïs, un peu comme à la ferme du bassin. Là. Okay. Une sorte de cage, mais comme en bois, comme il faisait auparavant. Des cribs. Oui, c'est ça. Une cribe. Puis, en tout cas, puis tu sais, il y a toutes sortes de choses. Une serre, on a construit. Les travaux, on les fait pas mal nous-mêmes. Là. Il y a quelqu'un qui a bûché ton bois puis le faire scier. Oui, c'est vrai, mais là, c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir faire. Mais d'un autre côté, il faut s'équiper pour faire beaucoup de choses. Là. Je pense, comme tu dis, là, scier, puis s'équiper. Si on a un voisin qui est capable de le faire, puis tu peux l'aider, ben, pourquoi pas juste le laisser faire, le payer, ou l'aider pour faire ça, faire un échange de temps, ou c'est ça. quoi que ce soit. Donc, t'es pas nécessairement, tu l'auras pas, t'auras pas tout l'équipement avec toi. Ton voisin l'a, il connaît ça, il sait faire des choses. Ou même s'il y a des planches en diagonale, M. Côté. Yves Côté, il vient, mais moi, j'ai pas d'intérêt à m'acheter un moulin à scie, même si on utilise beaucoup de bois rough pour faire nos constructions. Lui, il peut le faire, puis il est bon. Oui. Ben, nous autres, on l'a déjà fait venir, ce monsieur-là, pour faire scier du bois, là. Ouais, c'est ça. Ah, ben, tu sais, donc, tout le monde qui tu parles, tu sais, je les connais tous, tu sais, puis ça fait longtemps que je te cite, là, fait que, t'es un peu dans le coin, fait que, c'est sûr, on se connaît pas mal tous, mais, tu sais, ça dirait en 6 ans que vous êtes ici, vous semblez quand même pas mal impliqué dans la communauté, là. Oui, bien, quand on dirait que quand on est arrivé, on voulait connaître nos voisins. On n'avait pas eu ce désir-là en ville,
Mais en arrivant ici, il y avait le côté de besoin de connaître les voisins parce que justement, si on voulait garder des animaux, on ne savait pas comment faire ça. Puis on a appris que notre voisin, bien, il travaillait dans une ferme laitière. Bon, il connaît les vaches, il va pouvoir nous guider là-dedans. Aussi, on va garder des animaux, mais on a besoin de foin. On n'est pas des producteurs de foin. Greg il s'en allait cogner aux portes des voisins pour dire vendez-vous des petites balles. Puis finalement, ben, on est. Parce qu'on n'a pas de tracteur qui non plus, peut transporter des grosses balles rondes. Puis à travers toutes ces demandes, puis on a pu finalement connaître pas mal tout le monde sur le rang. Et en tout cas, on est bien contents. On a des super bons voisins. On est très chanceux. Oui, on n'a pas eu la même approche. On a connu du monde qui sont établis ici. Puis moi, je me suis établi en campagne parce que je ne veux pas avoir de voisins. Puis ça, là, j'ai entendu du monde de Montréal dire ça, ou ça peut être n'importe où, là, en fin de compte. C'est comme la pire chose à dire, selon moi, parce que tu vas toujours avoir besoin de tes voisins, puis tes voisins vont avoir besoin de toi. Parce qu'il y en a bien un moment donné qui viennent s'établir en campagne, puis après ça vient se plaindre parce que ça va sentir le fumier, ou ils sont en train de débattre, il est 10 heures le soir, parce qu'il y a du bruit, puis les tracteurs se promènent dans le chemin, puis tu sais... T'as une tranquillité, mais il y a aussi du monde qui ont besoin de la campagne pour travailler, pour vivre. Là. Oui. Justement, quand j'ai, par exemple, mes parents qui viennent puis ils trouvent ça un peu trop bruyant, ou les tracteurs, ou c'est quoi, on revient d'un étable puis ils disent c'est que ça sent fort, puis ils disent non, ça sent la vie. Mais c'est une autre approche. On vit ça différemment, mais nous, on vit vraiment bien ça. On adore ça. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'implique, parce qu'on aime la façon de vivre à la campagne. Ben, imagine avec la sobriété énergétique puis sauter des douches. Imagine le métro, quand ça va sentir bien meilleur dans l'étable que dans le métro. Absolument. Déjà, ça sent mieux dans l'étable que dans le métro. Ah, ouais. Déjà là. Oui. Je ne retournerai pas au métro, non. c'est sûr. C'est comme si les centres de population maintenant sont devenus vraiment stressants pour nous. Même aller à Drummondville, qui pour nous est une sorte de gros village, là, parce que on a vécu dans des grosses villes. Oui, bien Istanbul, puis Chili, c'était quoi? Santiago. En tout cas, on a visité d'autres méga-villes, puis là, après Drummondville, c'est petit, mais ça reste que c'est... Quand on y va, là, maintenant, c'est comme, OK, on s'en va à Drummondville, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'autos. C'est comme... On n'est plus habitué, en fait. On va à l'épicerie, on connaît pas personne. Oui, c'est ça. Tu regardes autour, méfiant presque. Oui, c'est ça. Tu vas au dépanneur, c'est quand tu rencontres du monde, tu t'es connais. T'as le temps de dire bonjour, t'as le temps de dire comment ça va, mais pas là-bas. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment pas la même affaire, tu sais, parce que comme c'est sûr que vous passez complètement. Tu sais, c'est comme moi, là. Tout un temps en campagne. Aller vivre en ville, je me vois pas vivre en ville, mais pas en tout. Pas en tout. Même travailler dans une shop, je l'ai jamais essayé, mais je me vois pas non plus travailler dans une shop. Tu sais, tout le temps fait mes affaires dehors, tu sais, ça la ferme, puis on sait jamais comment est-ce que la journée va s'enligner parce que ça va dépendre de la température. Tu sais, il y a tout le temps, tout le temps ça qui rentre en ligne de compte. T'sais, s'il mouille pas, on va faire ça. S'il mouille, on va faire d'autres choses. M'amener, on change les plans. C'est pas routinier, en fait. Non, c'est vraiment... Pas en tout. Chaque jour est nouveau. Pas en tout. Ouais, exact. C'est un peu ça que j'aime ça. Tu sais, avoir un horaire préétabli, là. Tu sais, moi, pour ça, l'école, pour moi, j'aimais pas ça. C'était trop routinier. Tu sais, j'avais bien de la misère là-dedans. À la maison, c'est une autre affaire. C'est plus routinier avec les enfants. Tu sais, on a chacun... Et bon, les faire manger, les bains, les coucher. Tu sais, il y a une routine, là. Faut que tu habitues les enfants à la routine. C'est pas pour faire ça. Tu sais, les laisser aller, là, ça marchera pas. Là, tu sais. Les enfants, c'est une autre affaire. Mais tu sais, je veux dire, moi, à ma job, ça ferme. On fait ce qu'on a à faire. On fait un ouvrage qui presse, d'autres qui pressent pas. Tu sais. Faut tout le temps... L'horaire se dessine au fur et à mesure. C'est un peu ça, là. Mais c'est... Mais un peu ça qui est beau. Comme toi, quand t'es ici, t'as-tu une routine ou ben non, à un moment donné, t'as de quoi qui change, là, ton horaire a changé, puis là, il faut que t'as d'autres choses qui pressent finalement dans tes ouvrages. C'est pas comme une job de routine. Là, où, Ben non, mais en fait, la seule routine que je pourrais dire, c'est vraiment de maximiser ma journée de travail. C'est de dire comme
qu'il faut absolument que je travaille le plus longtemps possible, surtout quand il y a de la clarté, en fait. Même Ouais, souvent, aussi. c'est ça, c'est la clarté qui a un gros impact sur... Je viens de penser à ça. Vu que tu es suppléant, j'imagine que tu te fais appeler genre le matin pour te dire de rentrer à telle école ou... Bien ceux-là, je les prends pas en général. En général, je suis vraiment sélectif. C'est vraiment si c'est d'avance, j'ai mes profs que j'aime, les classes que j'aime aussi. Parce que je ne veux pas rentrer dans une classe puis il va en avoir un élève violent, ce qui est plutôt rare en campagne, je dois dire, comparé à Montréal. Mais j'ai mes contacts, puis j'ai besoin de toi, puis ça peut être 2-3 jours par semaine, dépendant. OK. J'ai pas besoin de remplir ma semaine. Non, mais je pensais que, tu sais, mettons, il y a un prof qui est malade le matin. Il appelle, puis c'est le matin que tu te fais appeler pour aller remplacer, tu sais. Tu peux pas le savoir la veille, mettons, là. Non, ça c'est vrai, mais ça se passe plus vraiment, ça. Parce que, aussi, on a les enfants. Puis je peux pas juste dire, mettons que la garderie est fermée, dire, regarde, je suis de l'âge, je laisse les enfants à la maison. Même si Rachel fait du télétravail, on peut pas vraiment arrêter notre vie comme ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est planifié d'avance que je prends. Wow, OK. Dans mon cas. Ouais, c'est correct. C'est correct. Tu as la sécurité d'une fonctionnaire, pareil, à la maison. C'est vrai. Puis, il y a un gros manque de profs, donc je peux dire oui ou non ce que je désire aussi. Oui, puis ça coûte pas cher d'épicerie. Fait que... Non, c'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que mon oncle, il me parlait, puis il dit, tu sais, Greg, en fin de compte, tu n'as peut-être pas un gros salaire que tu reçois de la commission scolaire, mettons. Mais ce que tu fais sur la ferme est comme un salaire indirect. Parce que, tu sais, si on est capable d'économiser sur nos épiceries, c'est comme si, en fin de compte, moi, j'avais pas décliqué. Moi, je faisais ça juste parce que c'était un défi personnel. Puis c'est vrai que ça a comme, tu sais, mettons, je sais pas, je vais aider telle personne à scier notre bois ou à couper notre bois pour l'hiver. Ben là, ça va me le rendre un peu moins cher. Puis là, toutes ces petites jobines-là vont s'accumuler où on n'aura pas besoin pour faire un poulailler ou des rénovations, je vais les faire. Donc, on n'a pas besoin d'embaucher quelqu'un pour le faire, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, si tu avais un salaire de 200 000 par année, il en sortirait de l'argent. Tu sais, pour là, tu aurais des bébelles. Là, tu n'aurais pas le temps de faire ça. Ouais. Là, non, c'est ça. Là, c'est ça. Là, ça serait, mettons, le Winnebago, de faire de la même. Non, mais c'est vrai. C'est parce que là, tu sais, il y a peut-être moins d'argent qui rentre, mais il en sort pas bien. Exactement. Ouais. Tu sais, vu de même, là. Absolument. Non, c'est vrai, parce qu'on reste... on a comme des objectifs qu'on essaye... L'hiver, on est plus tranquille, on essaye d'écrire des listes, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme projet. Mais recherche, beaucoup de recherche. Oui, mais justement, parce qu'on n'a pas 200 000 $ à dépenser, on fait des choix. Puis chaque année, il y a un petit projet qui avance, ça avance tranquillement, mais ça garde tout sous contrôle aussi. Good. Pas mal tout? Oui. Oui? Ben, si t'avais-tu des questions? Je sais pas. Je voulais savoir. Non, c'est pas mal ça, en fin de compte. Nous, c'est ça, on poursuit nos ambitions. Ben oui. Continuer d'être le plus autosuffisant possible, puis tout en sachant qu'on va jamais l'être. On est réaliste, puis on sent que ça a un impact aussi. Ben, vous êtes autonome, mettons, à combien de pourcents? C'est toujours la question qui tue. Faudrait qu'on fasse... des fois, on dit peut-être 80 %, mais ça dépend. C'est plus... on regarde ça plus comme, OK, on est autosuffisant en ail, en courge, en tomate. On regarde ça comme dans ce sens-là. Mais viande? Oui, on achète presque plus de viande, on achète plus d'ail, on achète... Il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus. Mais peut-être... Souvent, on dit 80 %, puis je pense que ça reflète... À un certain point, je dirais. Oui. C'est ça. Ouais. Puis il y a des choses qu'on achète. Puis c'est aussi un choix de vie pour la qualité. On fait ça, puis on sait qu'on produit des choses qui sont de qualité pour nous. Donc, très souvent, on va chez... Produis ce que t'aimes. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vas à l'épicerie, t'achètes ce qui est là. Tu vas acheter, mettons, ce que t'aimes, mais c'est peut-être pas vraiment ça que t'aimes, parce que t'achètes ça parce qu'il est là. Tu sais pas d'où il vient. Comme la viande, c'est un exemple parfait. C'est quoi le steak haché que j'achète? Ça vient d'où? C'est-tu d'une bête malade ou d'une bête qui était quand même correcte? Ou... Tu sais pas. Théoriquement, ça devrait être correct, là, mais c'est ça que c'est nous. Donc, en fin de compte, comme on produit nos affaires, on est... Un contrôle sur ta qualité. C'est ça, exactement. Puis on a le contrôle sur la qualité, puis quand on va manger chez d'autres personnes, des fois, c'est
c'est difficile parce que tu te demandes ça vient d'où, là, ce qui me sert. Tu sais, ça a un impact psychologique, ça. Là. Donc, en tout cas, c'est ça. Puis là, puis de l'autre côté aussi, tu te sens bien parce que tu sens que tu n'as pas autant d'impact négatif sur, au niveau pollution. C'est sûr qu'on conduit, là, puis on fait des choses, mais on n'a pas besoin de... Notre bouffe, elle vient pas de partout dans le monde, pas autant que d'autres personnes. Donc, on a quand même on sent qu'on a peut-être un impact positif. Pas positif, mais comment je pourrais dire... plus écologique. Oui. Je ne sais pas comment le décrire. Moins négatif. Moins négatif, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi pour les enfants parce qu'on voit qu'ils ont un intérêt comme dès la naissance pour ce qu'on fait. Puis j'ai pas grandi là-dedans. Donc, pour moi, de voir nos garçons qui sont les deux mains dans la terre, qui courent nu-pieds partout dans la boîte, puis ils sont super heureux. Moi, je trouve ça super beau. Puis c'est vraiment une chance. Qui rentrent dans le poulailler, qui ramassent des poules par la Oui. queue. Oui, ben c'est ça. Il y Ouais. a zéro gêne. Ils sont 100% avec les animaux. Ils adorent ça. Les dimanches, on va chez notre voisin chaque dimanche à sa ferme laitière, puis il adore les vaches. C'est comme... En tout cas, je trouve ça super beau de voir... L'ensilage. Oui. C'est fort Oui, sur l'ensilage en ce oui, moment. très fort. Mais non, c'est juste vraiment un bel environnement pour voir grandir les enfants aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu prédire. On n'aurait pas pu voir ça venir, mais c'est vraiment une chance. Moi, je suis super contente d'être ici. Puis est-ce que du monde dans votre famille qui ont un peu marché dans vos traces, s'acheter un petit pied à terre en campagne puis se mettre à cultiver ses propres légumes? ou, J'imagine Luc. Oui. Luc et Annick, ma tante puis mon oncle, c'est les seuls. Mais ton grand-père avait essayé à Saint-Fortunat. Oh boy! Ouais, mais ça, c'était plus un truc de mode des années 70. Là, on va revenir en campagne, mais pas vraiment. Là, puis à un moment donné, ils sont tannés puis ils l'ont vendu. OK, c'était plus hippie que d'autres choses dans les années 70? Ouais, ou... je sais pas. Chalet ou je sais Chalet, ouais, comme chalet parce que d'autres membres de la famille l'avaient fait. C'est comme plus une mode, je OK. dirais que... Il y avait pas... En fait, ma grand-mère, qui est décédée maintenant, quand on a acheté M. Arbour, elle m'a regardé. Puis c'est une femme qui est née dans le coin des éboulements. Puis elle, la campagne, était en campagne. Ils ont déménagé à Montréal, puis elle ne voulait plus rien savoir de ça. La première chose qu'elle nous a dit, elle a dit « vous savez, ça va avoir une belle valeur de revente, ce que vous avez acheté. » Ah, tabarouette! Oh, c'est pas sérieux. Oh, Colin! Je dis grand-maman, on veut faire notre vie ici, mais tu sais, c'était à la fin de sa vie. Mais elle, pour elle, la campagne, c'était... Tu t'appauvris en allant en campagne. Elle est sortie de là, c'était pas pour en revenir. C'est ça, c'est ça. Donc, Saint-Fortunat, quand il avait acheté ça, c'était plus comme, on peut se le payer. Puis, c'était une autre réalité. Puis, mais non, il n'y a personne d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, qui a fait la même chose. Ah, Luc et Annick, Non. c'est Non, eux c'est qui ça. nous ont Ouais. influencés. Comme j'ai des antécédents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, Ouais. ils étaient agriculteurs, mais c'était il y a longtemps, puis après, ça a comme décroché, puis c'est devenu... Dans le coin d'Ottawa ou... Non, ben en fait, du côté de mon père, sa mère vient de la patrie. En fait, elle était francophone à la base. Elle était québécoise, mais sa famille a déménagé au Saskatchewan. C'est des bouchers puis des fouchers. Puis, en tout cas, ils sont rendus au Saskatchewan. En fait, son conjoint, ils se sont rencontrés là-bas. C'est des agriculteurs, leurs parents, mais ils sont partis dans l'Ouest canadien, plus loin à Vancouver. Après, ils sont rendus en ville, puis ils ont perdu leur français parce que quand ils sont allés au Saskatchewan, ils voulaient s'intégrer. Donc, c'était zéro français, tout en anglais. Donc là, on a viré anglophone. Puis après c'est ça. En tout cas, mon père, il vient de Vancouver. Ma mère est américaine, mais il n'y a pas d'agriculture de ce côté-là. Puis après, tout le monde est revenu tranquillement vers Ottawa et c'est ça. Mais Puis des fois, on peut dire aussi que dans la famille, il y a eu des moments où c'était plus difficile pour eux de comprendre nos choix de vie. Au début, mettons... Mais qu'est-ce que vous faites là? Oui, exactement. C'était ça. Comment ça fait que tu n'es pas en banlieue? Comment ça fait que tu n'as pas une petite maison là, proche d'un centre urbain? Ouais, des voisins collés en avant et en arrière. Oui. Avec un parc pas trop loin pour... ouais, parce qu'il y avait une autre image de la réussite. Puis les animaux, puis la saleté sur les pieds des enfants, c'était pas ça. Ça ressort des fois un petit peu encore. Ça, c'est de la misère. Là. Oui. Ouais, un petit peu. La misère pour certains, le bonheur pour d'autres. Oui, c'est ça. Oui. Oui.
C'est ça. Parce que nous, on est super heureux, mais c'est ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ça que nous, on est ici, puis les autres sont pas là. Puis quand tu parlais pour élever les enfants, il y a aussi le côté la mort. Je veux dire, nous, on abat nos volailles, nos lapins, puis tout ça. Mais, puis nous, on trouve que les enfants, ils sont exposés à ça. Là. Puis Alcide, notre plus vieux, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est parce qu'on va les manger. Même qu'à un moment donné, il y a Patrick Lepage là, qui nous avait donné l'été dernier des dindes, des bébés dindes. Hein? C'est quoi qui est arrivé? Non, mais je lui ai dit, Alcide, tu sais, on va les manger, ces dindes-là. Puis il dit, non. J'ai dit, peut-être que ça l'intéresse plus, ce côté-là des animaux. Mais il dit, mais non, maman, il faut les engraisser avant. Ils sont trop petits, là. On va les manger. Je dis, bon, OK. C'est ça. Donc, il comprend. Oui. Puis ils sont pas traumatisés parce que ça fait partie du cycle. Oui, c'est ça. Good. Bon, ben, c'est bien parfait, ça. Ça fait. Tu as assez d'informations. Ben oui, c'est on en masse. Okay. Hey, Grégory, Rachel, un immense merci. Parce que tu m'avais contacté, Grégory, dans le fond, parce que tu tentais de passer et parler de votre expérience d'autonomie alimentaire ou autosuffisance alimentaire. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était pas pire parce qu'on en avait parlé un petit peu avant le podcast, mais c'est de quoi qui a disparu avec le temps? C'est les jardins en arrière des maisons. Depuis à cette heure, là, personne qui fait ça. Là, il y a comme une petite mode qui est revenue avec les jardins surélevés. Oui, on voit ça. Moi, personnellement, je suis contre. Mais je comprends ce que c'est, mais c'est juste que tu n'enrichis pas ton sol. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, c'est parce que tu te fais pas mal au dos. C'est vrai. Mais... En tout cas. Ouais. Mais non, mais c'est correct. Là, mais tu sais, je veux dire... puis, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. L'ouvrage que vous avez là-dedans, c'est pas... c'est quand même d'ouvrage, le canage, puis tout. Il y a beaucoup de temps passé en cuisine puis sa cuisinière, j'imagine. Là, oui. Fait que... Mais en fin de compte, on voit l'inflation qui arrive à l'épicerie, les prix qui montent en affaires épouvantables. Vous réussissez à contrôler vos prix, vous récupérez vos semences, vous les ressemez. À part le taux d'intérêt qui va augmenter, mais je veux dire, dans le restant, c'est encore le même prix qu'avant. C'est encore rien que de l'huile de bras, c'est rien que du temps que vous mettez. Là. Oui. Principalement que du temps que vous mettez. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé au podcast. Puis, tout le monde, ben, je vous dis à la prochaine. Puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Un gros merci. Salut! Merci, Martin.